Salut à tous, merci d'être encore avec moi. C'est le deuxième épisode de la série sur les Los Angeles Angels, la série qu'on commence. Donc voilà, on est sur notre première saison. J'avais fait le premier épisode sur la pré-saison. Je vous avais dit qu'il y aurait une ellipse. Voilà, mais finalement, j'ai pas fait la suite dans le premier épisode. J'ai décidé d'en entamer un nouveau. On est à la trade deadline, puisque c'est... Enfin, la trade deadline, non, pas du tout, n'importe quoi. On est à la first player draft, c'est aujourd'hui. Et comme vous pouvez le voir si vous avez regardé, on est sur un classement qui est absolument hallucinant, puisqu'on est à 45-47, on est quasiment à 500. Donc voilà, c'est une super nouvelle. Surtout que si on regarde bien, si on va là, bon, on voit qu'on est quatrième, mais bon, on se tient, tout le monde se tient, à part les Houston Astros qui sont loin devant. Et nous, on se tient, et on est quasiment, on est toujours dans la course à la wildcard, puisque les trois premiers, c'est 47-47 et 46-47. Et nous, on est à 45-47. Donc voilà, ça se tient. L'équipe est super contente, donc tout va bien. Bon, on a perdu là le dernier match, mais c'est pas grave, on jouait contre les Texas Rangers. Donc c'est des concurrents directs. C'est dommage qu'on perde un match comme ça. C'est bien, ça aurait été bien si on avait pu le gagner, mais bon, c'est comme ça. On va regarder au niveau du pitching nos starters, ce que ça a donné. Donc Tyler Anderson, qui a lancé 89 innings, 0,3 de WAR, une ERA plus de 77, donc bof. Un FIP moins pas terrible, une ERA à 5,62 pour un FIP à 5,24. 7 K par manche, 7 K par match, 3,1 pour les 9 manches. Voilà, clairement, par rapport aux saisons qu'il a fait l'an dernier, on va être quasiment sur la même chose. C'est quasiment la même chose que ce qu'il a fait en 2023 s'il continue comme ça. Voilà, peu de choses près, ça sera quasiment la même chose. Donc voilà, on ne s'attendait pas non plus à quelque chose de formidable, mais bon, ça tient. C'est pas terrible pour le prix qu'on le paye, mais c'est comme ça, on n'a pas le choix. Griffith Canning, 104 innings pitch, 1,6 de WAR, une ERA plus de 90, un FIP moins un FIP minus à 95, donc une ERA à 4,82 pour un FIP de 4,16. 17 en K, 2 par 9 en BB par night et 1,7 en HR par 9, 124 K pour 104 innings pitch. Une très belle saison pour le moment puisqu'il est à 1,6 de WAR. S'il continue, on le projette à quasiment 3 de WAR sur la saison. Voilà, par rapport à la saison dernière, il est déjà quasiment, en ayant lancé 20 manches de moins, il a créé plus de WAR, son ERA quasiment la même, un petit peu moins bonne, son FIP est meilleur. Donc voilà, c'est des stats qui se tiennent par rapport à la saison dernière. C'est une très belle saison pour Griffin Canning, en espérant qu'il continue là-dessus et qu'il puisse arriver à ses 180 manches lancées. Reed Detmers, lui aussi un War, 1,8, 110 innings, 130 K. Donc voilà, une ERA un petit peu haute pour un pitcher, pour un starter. C'est quasiment, on va dire, à peu près les mêmes stats que la saison dernière. Voilà, il est un peu moins bon en FIP. Donc voilà, on espère que ça va progresser encore. Mais normalement, au niveau des cas, il devrait exploser son record de la saison dernière. On va voir ce que ça va donner. Domingo German qui a donc lancé, qui lui fait une bonne saison puisqu'il a 1,3 de WAR, 2,2 en projeté, une ERA plus de 112, un FIP moins à 100, donc FIP on va dire standard, 3,89 d'ERA pour un FIP de 4,43. Un peu trop de bébé, mais voilà, 106 manches, 100K, donc voilà, ça suit son cours. Il nous donne une bonne saison pour un starter qu'on paye 1 200 000, faut pas déconner. Et Patrick Sandoval, qu'on paye 5 millions, clairement c'est lui qui a été le meilleur des starters, 1,9 de WAR, 3,3 projeté, une ERA plus à 89, mais un FIP négatif, un FIP moins à 91, une ERA 4,85 pour un FIP à 3,97, 9,7 K par 9, 2,6 BB par 9 et 1,2 HR par 9. Voilà, 114 K pour 105 innings pitch, on le projette à près de 200 K s'il continue comme ça pour 180 manches lancées. Donc c'est pas le meilleur starting, c'est pas la meilleure starting rotation, mais pour une starting rotation qui vaut quasiment 20 millions à elle toute seule, c'est-à-dire le prix de certains starters tout seul, bah voilà, ça amène quand même quasiment son 6 de WAR, peut-être un petit peu plus, 2, 4,
5, ouais, non, 6, un peu plus de 6 de war. Donc voilà, on va pas cracher dessus. Au niveau des releveurs, les releveurs, bon, bah voilà, c'est rien de bien folichon. On a Luis Garcia qui est plutôt pas mauvais. Carlos Esteves qui fait une saison normale. Matt Moore qui fait une saison plutôt bonne. Kenny Rosenberg qui est un petit jeune que j'ai fait monter. Donc voilà, qui est en train de se développer. Donc il a une war positive. Une ERA plus pas terrible. José Soriano qui fait une bonne saison. 0,7 de war déjà. José Suarez qui a passé beaucoup de temps en triple A et qui vient juste de remonter et qui a des stats qui sont pas dégueux pour une arrivée. Et André Vance, le releveur, qui est à 0,8, 1,4. Sûrement un des meilleurs releveurs avec José Soriano. C'est lui en tout cas, c'est un de ceux qui a pris le plus de manches depuis le début de la saison. Et au niveau de notre closer, c'est Robert Stevenson, 37 inning pitch, 0,5 de WAR, une ERA plus à 162, FIP négatif FIP moins à 90, 10,9 en K par 9, 2,9 BB par 9, 1,5 HR par 9. Donc voilà, c'est pour 11 millions, c'est pas folichon, mais franchement, ça se tient, on va pas... Dans l'ensemble, je pensais que ça allait peut-être être pire, et puis bah non, finalement, c'est pas si mal que ça, donc voilà, on va continuer comme ça. Et au niveau du line-up, donc voilà, on va les commencer, on va les mettre par war. Logan Hope, Zach Neto, Joe Adell, nos trois jeunes de 740 000, qu'on paye 740 000, qui nous amènent déjà à eux seuls 4,5 de war. Voilà, Joe Adell qui commence, il fait une super saison, Zach Neto très bon, et Logan Hope qui est excellent. Le seul problème sur les trois, c'est leur défense. Ils ont un zone rating qui est pas terrible, notamment Logan Hope, Zach Neto, je veux dire, qui a pour un shortstop, qui a une défense, qui a une zone rating à moins 1,5. C'est vraiment pas terrible. Ça, il va falloir voir si on peut pas faire quelque chose là pendant l'intersaison, la post-season. Nolan Scanuel qui commence aussi, qui fait une saison, on va dire, plutôt sympa pour quelqu'un qui fait sa première saison MLB, donc voilà, c'est sympa pour lui. Michael Stefanic qui fait plus que d'avoir des stats de remplaçant, puisque même s'il a finalement pas tant joué que ça, il a quand même enfin moins que certains, il a des super stats. Il a déjà 0,7 de WAR, il a une average à 322, 377 d'OBP, 406 en slugging. Franchement, voilà, le seul défaut aussi du gars, c'est que là, en deuxième base, il est très très mauvais en zone rating. Mais par contre, ça pourrait être un bon DH. Et d'ailleurs, Michael Stefanic joue en DH dans les line-up de gaucher et DH aussi dans les line-up de droitier, donc c'est une bonne chose. Non, plutôt pas un mauvais DH qui fera pas forcément du home run, mais qui a déjà 19 RBI, 30 runs. Et non, quand tu as 377 en OBP plus 406 en slugging, franchement, c'est pas dégueu. Taylor Ward, une science, on va dire moyen sur la saison pour le moment, 98 en WRC+, et 99 en OPS+. Voilà, il a frappé quelques bombes, mais c'est rien de bien terrible. Manche droit, il a bien tenu un zone rating de 1,3. Chris Hockey qui était là pour faire le capitaine et finalement qui a plutôt des stats pas mauvaises puisqu'il a 0,6 de war. Lui, il a un avantage, c'est qu'il a 0,7, donc il est un bon défenseur. C'était ce qu'on lui demandait aussi. Donc voilà, ce serait bien s'il pouvait prendre un peu plus de bébés et prendre un petit peu moins de cas, mais bon, ça reste un remplaçant et c'est surtout notre capitaine. Luis Rengifo décevant au niveau de sa saison par rapport à la saison dernière, où il avait fait une saison à 2 douars, là il est à 0,4 seulement, projeté à 0,8 s'il continue comme ça. Bon, après, c'est pas fini la saison, donc voilà, mais c'est pas terrible. Même si au niveau de son average, c'est quasiment la même chose, un OBP un peu moins important et un peu moins slugué. Donc voilà, à voir. Il y a beaucoup de code stealing, par contre, 7 stolen base et 8 code stealing, c'est pas terrible. Mickey Moniak, qui fait lui aussi sa première saison, un peu décevant, mais c'est l'apprentissage quand on monte en major. Donc Matt Thais, de toute façon, on savait qu'il allait faire le troisième catcher, c'est lui qui fait vraiment le plus d'aller-retour entre les postes quand les mecs sont blessés. Donc voilà. Mais pourtant, il a une noire positive, donc on va pas gueuler. Jason Martin qui est monté pour faire le quatrième champ, qui fait un truc, enfin voilà, qui a 0 de war, qui a fait 12 matchs. Ça reste standard, on va dire. Il a un bon zone rating. Et bon, de toute façon, les deux où on s'attendait à pas terrible, Anthony Rendon, qui est
voire plutôt négative. Et Evan White, qui est plutôt négatif aussi. Mais bon, ça aurait pu être bien pire. Ça pourrait même être bien pire. C'est pas encore fini. Et on a eu un truc qui nous a emmerdé. On a eu un blessé. Alors, il est où? Hop, c'est par là. On a eu un gros blessé, puisque Mike Trout s'est blessé, il s'est blessé à l'épaule, il a un recovery time de 5 à 6 mois. Ça fait déjà 40 jours qu'il est sur l'IL, il reste sur l'IL pendant 60 jours. On m'avait annoncé 4 mois, finalement c'est 5 à 6 mois. Peu de chance pour qu'on le revoie d'ici la fin de la saison. Il avait commencé à faire quand même, il avait commencé un truc super quoi, puisque en 68 matchs, il avait déjà 3 doigts, 156 de WRC+, 153 d'OPS+. S'il avait fait une saison complète, il aurait pu aller quasiment tutoyer les 8 ou les 9 de War en restant à ce niveau-là. Voilà, bah c'est triste, c'est un peu dommage. Et franchement, je suis content que malgré sa blessure, on arrive quand même à être performant. Donc voilà, bon, j'espère que ça va pas remettre en cause après la suite de sa participation pendant les saisons à venir. On verra, toujours fan fave. Donc voilà, on va passer tout de suite aux, aux prospects. Il y en a pas mal qui sont rentrés, il y en a qui ont déjà commencé. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Dans les top prospects, on va prendre les batteurs. On va les ranger par position. Donc deux catcheurs, David Aguilar. David Aguilar, en fait, qu'on a rentré, c'est une découverte de mon scout qu'il a découvert en République dominicaine. Un mec qui a un leader, qui travaille beaucoup. Il a des stats de bâton qui devraient être pas trop mal, enfin des ratings qui peuvent être pas trop mal si ça se développe bien. Je suis content au niveau de sa défense, je pense que ça va être sympa. Donc voilà, ça va pas être un catcheur non plus exceptionnel, mais 47 de potentiel, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, pour le moment, il est dans le complexe international, il vient juste d'arriver. Ça date du 6 avril. 6 avril, donc voilà, donc ça fait quelques mois qu'il est dans le complexe international, on va voir ce que ça va donner. Et notre deuxième catcher, c'est Agrian Sugaste, qu'on a récupéré dans un trade. J'ai eu les Marlins qui m'ont proposé un trade. Non, c'est pas les Marlins en plus. N'importe quoi. Il est où ce trade? Include Minor League. Voilà, c'est les Giants qui m'ont proposé de récupérer Willie Calhoun, qui a 29 ans, qui était en triple A, qui avait des stats, qui avait un rating qui était pas mauvais. Il faisait une saison 2024 avec moi qui était pas mauvaise non plus, mais pas excellente. En 26 matchs, il avait fait 110 plate appearance, il avait une WAR à 0,7. Donc voilà, il est passé depuis quelques jours seulement à San Francisco, un petit peu de mal à s'adapter. Et donc un autre joueur qu'on avait aussi, Randy de Jesus, c'est eux qui m'ont proposé. Ils voulaient Randy de Jesus, des ressources, qui est un champ gauche, qui peut tenir le champ droit, qui peut aussi faire un petit peu de champ centre, bon voilà, qui n'avait pas des stats mortelles et qui n'avait pas encore quitté le niveau de rookie. Donc je l'ai laissé partir avec joie, puisque je n'en avais pas besoin. Et ils m'ont proposé Adrian Sugaste, qui avait des défenses en tant que catcheur vraiment très bonnes, plutôt leader et intelligent, un contact qui est déjà mortel, un void K, donc ça veut dire qu'il va éviter de prendre des K un maximum, donc ça c'est cool, c'est vraiment bien. Bon, aucune puissance et un œil qui doit encore se développer, mais pour un catcheur, c'est plutôt pas mal d'avoir des stats de contact et des void case comme ça. Moralité, je l'ai mis en A+, chez moi. Il a fait 33 matchs, il est déjà à 0,7 de WAR en positif. C'est génial, franchement, c'est un très très bon développement. Eux, il avait fait que du rookie A+. Enfin, il avait été pas très très bien géré, mais ça, c'est leur dit. Dès que c'est l'AI qui les gère, c'est pas terrible. Donc c'est pour ça que moi je l'ai bloqué pour pouvoir lui faire. Là, il fait du A+. Il est en train de prouver qu'il est capable de le faire. Donc il y a des chances pour que d'ici la fin de la saison, il ait touché de la double A. Donc voilà, ça pourrait être vraiment, vraiment super pour lui. J'espère que ça va continuer comme ça. Ensuite, on a... hop, donc ouais, ça c'était bon. On va retourner dans notre player shortlist.
top prospect. Kyron Paris, qui est blessé pendant 2 jours encore, donc pas grand-chose, qui fait une saison de ouf. Il est à 3,3 de WAR en 60 matchs seulement. C'est bien parce que j'ai pas de place pour le moment dans l'équipe, que je le fais pas monter. Il est encore en développement, je vais le laisser se développer. Mais franchement, ça va être un super défenseur. Très bon deuxième base, rapide et tout. Il est déjà à 19 bases volées. Pas franchement de grosses frappes. Mais après, un average, bon, pas mal, 291, ça pourrait être un peu mieux. Mais après, il a l'œil, donc ça veut dire qu'il prend aussi des bébés, donc 15,1% de bébés. Donc voilà, donc ça c'est cool. Un EPS plus à 127, WRC plus à 133 et 3,3 de WAR, donc ça c'est vraiment super. Adrien Placencia qui est en double A, j'avais pas encore vu ses stats, c'est pas terrible. C'est pas terrible, il a moins 0,5 de WAR, on va le laisser en double A, il va pas bouger. Je le bouge pas à Kyren Paris parce qu'il est déjà en triple A, ça sert à rien. Werner Blakely qui a 0,6 de WAR, on le projette à 1. Il va terminer cette saison en double A, je pense, même s'il n'est pas très content. Il n'est pas très content parce qu'il n'est pas content de ses performances surtout. Donc il préférerait, il se trouve pas très bon. Il a raison, il a un WRC+, qui n'est pas excellent. Il n'a pas beaucoup frappé, il a des stats qui sont un peu mauvaises, c'est les plus mauvaises. On va le laisser et on va voir un petit peu si sa deuxième partie de saison en double A ne sera pas meilleure que celle-là. Everson Arteaga, également un nouveau trade qu'on a fait avec San Francisco. Tac. Qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Oui, ils voulaient récupérer Aaron X, qui avait 34 ans, triple A, dont je ne me sers pas. 0,8 de WAR. Enfin voilà, Aaron X, il a pu être bon, mais moi je le trouvais pas excellent. C'est pour ça qu'il végétait en triple A. Je le payais rien du tout, donc ça me dérangeait pas. Et ils voulaient aussi Sonny Dichiara, qui est en première base, qui était en double A, qui n'est pas exceptionnel. Je vois pas ce qu'il va pouvoir faire vraiment par la suite, mais apparemment les Giants voulaient faire ce trade. Et ils me proposaient Everson Arteaga, un shortstop qui a des stats défensifs de malade, qui a déjà un bon contact, un bon babip, qui peut frapper dans le gap. Son œil est en train de peut se développer bien. Par contre, il risque de prendre quand même quelques cas. Il était jusqu'ici. Il était en rookie. Je viens de le mettre en double A. Il est arrivé. On est le 10 et on est le 11, donc il n'a pas encore joué. C'est pour ça qu'il n'a pas encore de stats. Donc lui, de toute façon, va rester. Et on verra d'ici un peu avant la fin de la saison ce que ça aura donné en double A. Mais vu les stats qu'il avait déjà eu en A+, en A+, je pense qu'il y a possibilité qu'il monte encore de niveau. Mais on va voir ce que ça va donner après par la suite. Ensuite, on avait Mickey Moniak qui est en triple A, qui est en MLB. On l'a vu, Joe Adell en MLB. On l'a vu. Brando Maia, je l'ai eu dans un trade avec New York. Trade avec New York pour Brandon Drury. Voilà, donc ça on l'avait vu. Donc Brando Maia qui est en A, qui a déjà 2,6 de WAR, 90 de WRC+. Voilà, alors typiquement, le mec en est pas à la moitié de la saison. Il a fait 346 plate appearances, il est déjà 2,6 de WAR. Donc clairement, on va le monter en A+. Parce que des stats comme ça, on est obligé quand même de le monter. Pourquoi il n'est pas content? Parce qu'il est dans une équipe qui a un team record pourri. Ok, d'accord. Son rôle, mais ça va changer. Team chemistry qui est un peu pas terrible. Doesn't handle losing well. Ok, bon, bah de toute façon, on va voir ce que ça va donner. On vient de le faire monter en double A, en A+. On va voir ce que ça va donner pour lui, mais normalement avec les stats qu'il a eu en A, ça devrait, j'espère pour lui que ça devrait bien marcher. 32 bases volées, 5 code stealing, une défense de malade. Là, ça est en train de bien progresser. Ah, franchement, c'est un bon prospect, c'est un bon trade qu'on a fait. Et ça, j'en suis bien content. Donc voilà, il a déjà augmenté. Son potentiel a un peu baissé, mais par contre, il a plutôt... Non, ça a été plutôt pas mal. Un potentiel contact qui a augmenté.
Defensive rating qui a augmenté, overall rating qui a augmenté, son potentiel qui a un peu baissé, mais bon, ça c'est pas grave, ça peut encore bouger. Donc voilà, Brando Maia et Nelson Rada qu'on avait qui est en A+, c'est aussi un champ centre. Il a fait quoi lui? Il a des stats en A+, qui sont pas terribles. On va le laisser en A+. Ils vont être l'un contre l'autre. Je pense qu'il y en a un qui va jouer plutôt en champ gauche ou en champ droit, l'un ou l'autre. Peut-être ça va leur permettre d'augmenter un petit peu aussi leur niveau sur d'autres. Je vais laisser le coach de toute façon voir ce qu'il veut faire avec eux. Pas terrible quand même pour Nelson Rada. On va voir ce que ça va donner. Et ensuite on avait les pitchers. Donc ensuite, on a deux qui sont encore dans le complexe international. Une découverte de aujourd'hui. Donc voilà, Alejandro Mercado, 49 de potentiel. 2, 4, 6 balles. Wow, je crois que j'avais eu 5 balles, mais des mecs qui avaient 6 balles, non, j'en avais pas vu. J'espère qu'il va réussir à toutes les développer. Il a une change-up dégueulasse, mais s'il arrive déjà à développer les 5 autres, ce serait plutôt pas mal. Je suis pas sûr que ça soit excellent, on va voir. On va attendre de voir. Il y a peut-être des trucs qui vont progresser encore. Là, pour le moment, il est average en scouting accuracy. On verra ce que ça va donner par la suite. J'en ai un deuxième qui est dans le complexe international, qui lui a 2 balles. Une troisième, je pense que ça va être compliqué. Ça va peut-être nous faire un bon releveur, peut-être un closer, mais bon, je le vois mal. Je le vois mal avec juste 2 balles être un gros starter. Donc on va voir. Et surtout qu'il a un peu d'intelligence, mais je suis pas sûr qu'il ait l'éthique de travail pour pouvoir avoir une très bonne balle en plus. Franck Ramos qui était dans le complexe international, qui est monté en rookie il y a quelques jours. Donc là, il est en train de s'entraîner. Il est avec l'ACL. Donc on va voir quand il va commencer ses matchs. Ben Joyce qui est en triple A, qui a des stats pas terribles. On va le laisser, le closer. Victor Medeiros qui est en triple A, qui a des stats pas excellentes de chez pas excellentes. C'est pas grave, on va le laisser, on va voir. Il a 23 ans. Où est-ce qu'on pourrait essayer de le mettre? Il a fait un peu de double A, c'était déjà pas mauvais. On va essayer de le faire passer en double A. Parce que là, il n'y arrive pas, c'est compliqué. Même s'il est noir qui est positif, il a 7,40 DRA, 5,58. On va essayer de le descendre en double A. J'aime pas faire ça, mais il prend trop de bébés de toute façon. Voilà, il prend trop de bébés, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. On va voir ce que ça va faire si je le mets en double A. On va voir s'il arrive à reprendre du poil de la bête. Et Chase Silseth, tu fais une saison pas mauvaise. C'est bien. Pour du triple A. Quasiment un K par manche. Donc voilà, des stats pas mauvais, enfin des ratings pas terribles, enfin moyens, mais ça peut tenir. Stamina, ça devrait aller. Power Pitcher, 95-97, ok. Et ben on verra ce que ça va donner par la suite. Voilà comment on gère les rookies. Je vais m'arrêter là pour le moment. Je vais vous faire une petite ellipse. On va quand même regarder avant que j'arrête. On va regarder la First Player Year Draft. Donc voilà, on va être 8e pick en draft pool. Il y a grosso modo 2, 4, 5, on va dire gros joueurs. Et puis après, ça descend, c'est un peu moins bon. Nous, heureusement, on va être dans les 8 premiers, donc on devrait avoir. Par contre, là, ils nous demandent des des gros bonus. Pas sûr que ça soit très intéressant et je suis pas sûr qu'on a un gros bonus à pouvoir leur proposer à ces gens-là.
Non, on n'avait pas proposé un gros truc comme ça. Donc, il faut éditer the slot bonus baseline. Use the function to make d'accord. Donc, non, ça, on l'a pas fait. Donc, en mock draft, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'on risque d'avoir Derek Curiel. Derek Curiel, c'est un champ centre qui est soit qui va le rester, qui risque de le rester parce que il n'a pas de puissance. Et comme on le sait, les corner outfielders, faut qu'il y ait de la puissance. Sinon, le champ centre, c'est pour sa défense. Là, sa défense devrait être pas mauvaise. Il faut qu'il continue comme ça. Et si son contact se développe, si ça se développe, franchement, ça peut faire un bon champ centre. Ça peut faire un bon champ centre, donc ça peut être une bonne chose. Mais on va voir comment comment ça s'appelle, la draft. C'est pas parce qu'on nous voit avec ce joueur-là qu'on va forcément l'avoir. Donc voilà, je vais vous laisser là parce que moi je vais faire la draft. Euh, parce qu'il est temps de faire la draft. Donc voilà, donc je vous laisse là. Je vous fais une petite ellipse et on se retrouve juste après. Une fois que j'aurai terminé la draft, je vous montrerai au moins les 5 premiers picks pour vous montrer qui on a eu, les mettre dans les prospects. Et puis bah, ensuite, je pense que ça fera déjà une vidéo assez longue pour pouvoir s'arrêter là. Donc voilà, je fais l'ellipse et puis on se retrouve tout de suite. Allez, on se retrouve, ça y est, c'est terminé, on a fait la draft, elle est juste finie, j'ai pas avancé, on est toujours le 11 juillet, ça n'a pas changé. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé. Alors, en premier tour, on a été récupéré Jack Caglianon, qui est qui est un gros prospect, je crois qu'il joue en Floride, collège en Floride, University of Florida. Et voilà, donc c'est un gros prospect. Première base, j'ai pris le meilleur qui était proposé à ce moment-là. Grosse puissance, pas forcément un gros contact. Il risque de prendre des cas, il va avoir un machin, mais je pense que ça va être une machine qui va frapper des HR quand il va en avoir l'occasion. Donc voilà, je l'ai pris parce que c'est censé être un très bon, un gros potentiel. Je pense que voilà, ça pourra soit servir en DH, soit faire un première base. Il a la possibilité de faire un troisième base, même si après le reste de sa défense, il a un bon bras et le reste de sa défense va être dégueulasse. Mais ça peut être intéressant de voir si on peut pas le mettre sur une troisième base. Ensuite, en deuxième tour, on a pris un starter, du college starter. Non, pas de college starter, un starter de high school. C'est toujours risqué. Il a des super stats. Si ça qu'on réussit à cliquer, juste un contrôle ici qui va peut-être pas être terrible, ça risque d'envoyer du bébé quand même. Mais il a 4 balles qui peuvent vraiment toutes bien progresser. Un gros stuff. Le mouvement devrait être pas mal aussi. Donc HR Against, ça devrait être bien. Et Player Babip, ça devrait être plutôt cool. Donc voilà, il est loyal. Bon, pas beaucoup d'intelligence. Donc après, au niveau de l'augmentation, ça va pas être terrible. J'ai vu qu'il avait des stats de shortstop, mais vu son bâton, c'est mort. Donc par contre, il défend bien. Donc voilà, non, mais on va le laisser en pitcher. Ça sera très bien. Ensuite, on me proposait un starter. J'ai pris un troisième base. Parce qu'il me plaisait bien au niveau de ses ratings. Le reste n'était pas non plus terrible. Pareil, c'est high school. Donc on va voir comment ça va se développer. Est-ce qu'il a des stats? Non, il n'y a pas de stats en outfield, donc on va devoir le garder. Il passera peut-être en première base. Vu ses stats, ça serait quand même mieux. Ça pourrait faire un pas mauvais première base en plus. Donc voilà, là, il est troisième base, mais ça pourrait faire un première base. Donc on va voir. Et puis c'est surtout parce qu'il demandait pas énorme alors que les autres demandaient beaucoup plus. Ensuite, troisième tour, Stephen Schiffelbein, un high schooler aussi, un lycéen, pitcher. Voilà, ses balles vont peut-être pas forcément être excellentes. Ses ratings semblent pas mal. Ça ici, c'est pas terrible, mais bon, on verra bien ce que ça va donner. Brody Brecht, un universitaire. Donc voilà,
petit problème de contrôle si ça se développe pas, mais le reste, ça devrait aller. Pas beaucoup de stamina. On va voir si ça va tenir ou si on sera obligé de le faire passer peut-être en releveur par la suite. Et enfin, au niveau 5e round, on a pris Sawyer Farr, qui m'a été proposé par mon scout, qui a une défense absolument fabuleuse. Je pense que ça pourrait être un très bon shortstop. Quoique non. Le range va poser un petit problème, donc ça sera un super deuxième base. Qui est là, je ne peux pas demander de plus que leader, loyalty, adaptability, work ethic. Si il manque l'intelligence et financial ambition. Si ça se développe, il va avoir un super œil, donc il va choper des bébés. Il ira sur base, il va avoir un petit contact, un baby passé intéressant. Peut-être pouvoir frapper dans le gap, donc avoir quelques doubles de temps en temps. Rien d'extraordinaire. Mais pour un deuxième base ou un shortstop, je prends tout de suite. Si on arrive à lui faire augmenter son infield range, si on y arrive, ce qui n'est pas évident, ça pourrait donner un très bon défenseur au niveau du shortstop. Donc voilà, ça c'est les 5 gars qu'on va prendre. Donc, on va négocier avec eux directement. Negotiate. J'ai un total de 14 millions. 10, 11, 13. Bon, ça va être compliqué. Mais j'ai un budget room de 20 millions qui me reste pour pouvoir signer des bonus. Ok, negotiate. Il est hard, donc Jack Caglianon, il est hard, donc je ne vais pas chercher à négocier avec lui. Mid demande, submit offer, ça va passer. Levi Sterling, un slot à 1 940 000, extremely hard, je négocie pas, ça sert à rien. Ça passera pas. Henry Allen, le slot est 1 150 000, il veut 3 200 000. Ça va être un starter, on va le garder. Hard pour Stéphane, qui demande 2 millions pour un slot à 990 000. On va essayer de lui proposer quand même mid-demand. On va essayer 1 800 000, on verra ce que ça donne. Un collège body breach 710 000, hop, on propose. 650 000 qui demande. Sawyer Farr. Bon, ça je vais laisser comme ça. Même s'il est hard, je vais le laisser comme ça. Mid-demand, submit offer. Voilà. Bon, on a négocié, on verra bien ce que ça va donner. Je vous laisse et puis on se retrouve dans le prochain épisode où on va terminer, on va aller jusqu'à la trade deadline. Et je pense après, dans la foulée, on terminera la saison. Et si on va en playoff, on refera encore un nouvel épisode après derrière. Voilà, merci d'avoir suivi et je vous fais des bisous. Je vous dirai très vite. Ciao.